18h, l'information sur RTI. Madame, monsieur, bonjour. Dans ce point d'actualité, audience à la primature, le directeur général de l'administration de la Banque mondiale, Wen Kai-zhang, a réaffirmé la volonté de sa structure de contribuer au renforcement du capital humain et à la productivité du secteur agricole. En Côte d'Ivoire, le développement à suivre dans cette édition. À Abidjan, les voies changent de nom et c'est officiel et même effectif avec la pose des plaques sur les rues, avenues et boulevards du district d'Abidjan. Les images et avis des Abidjanais dans cette édition. Et puis la suite de l'actualité à l'international. Une vague de violence a de nouveau frappé le nord du Nigeria, endeuillant la communauté de Maïdougouri dans l'état du plateau. Des hommes armés ont perpétré une attaque nocturne qui a coûté la vie à au moins 51 personnes. Renforcer le capital humain et la productivité du secteur agricole ivoirien. La Banque mondiale s'y engage par la voix de Wen Kai-zhang, le directeur général de l'administration de la Banque mondiale. Il était reçu hier par le Premier ministre ivoirien. Conformément aux termes de la coopération avec la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale apportera son appui à la trajectoire de développement de notre pays, également dans les secteurs des infrastructures, du logement, des secteurs potentiels créateurs d'emplois au profit de la jeunesse ivoirienne. Le résumé de la séance avec Marie-Chantal Akandan et Célestin Frodo. Premier déplacement, premier signal fort. En choisissant la Côte d'Ivoire pour entamer sa mission, Wen Kai-zhang inscrit clairement Abidjan dans les priorités stratégiques de la Banque mondiale. Les échanges avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé ont porté sur les principaux projets appuyés par l'institution, notamment dans les secteurs prioritaires du développement. Il a félicité son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour les réalisations impressionnantes de la Côte d'Ivoire en matière de stabilité macroéconomique, en matière de développement économique et en matière de renforcement du capital humain. Ils ont également discuté des points de coopération entre le groupe de la banque et le gouvernement, notamment dans le secteur d'améliorer la productivité du secteur agricole, mais qui est aussi un endroit potentiel de création d'emplois, de tout ce qui est développement des infrastructures, qui aussi bâtit sur ce qui est le progrès impressionnant de la Côte d'Ivoire. Le directeur général a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son plan national de développement. On est en train de travailler très étroitement avec Madame la ministre du plan en matière du nouveau plan de développement national pour la Côte d'Ivoire. Nos équipes continuent la discussion bâtissant sur le séminaire gouvernemental, notamment la discussion sur le capital humain, un point important, et puis sur l'amélioration de la productivité du secteur agricole. Discuter de comment est-ce qu'on peut appuyer les efforts du gouvernement en matière de création d'emplois, notamment pour les jeunes. Une démarche qui s'inscrit dans la continuité des actions de l'institution en faveur de la consolidation des acquis, de l'accélération des réformes et du renforcement de l'impact des financements sur le quotidien des populations. La début de semaine marqué par la coopération internationale entre la Côte d'Ivoire mais aussi avec la Chine. Il se prépare une collaboration dans les secteurs de la médecine traditionnelle, de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation et même le renforcement de la présence chinoise dans les plans de développement des infrastructures de notre pays. Les deux parties se sont entretenues hier dans le cadre d'une rencontre avec le Premier ministre et le vice-président de la conférence consultative politique du peuple chinois. Les opportunités ont été présentées sur les atouts économiques de la Côte d'Ivoire, notamment un réseau routier de plus de 10 000 km, un port moderne et une couverture télécom généralisée. Pour rappel, les échanges économiques entre les deux pays ont dépassé les 5 milliards de dollars en 2024. Et voilà, une rencontre favorisée par la diplomatie parlementaire impulsée par le patron de la Chambre basse du Parlement ivoirien, le vice-président du Parlement chinois, s'est bien évidemment rendu à l'hémicycle ivoirien où il s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale. Les investissements dans l'agro-industrie pour la transformation locale et les matières premières agricoles ont également fait partie des points abordés. Léon Bruns en dit plus. À peine à Abidjan, le vice-président du 14e comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois
reçu par le président de l'Assemblée nationale. Tête à tête, Adama Bictogo, Yushunwa et leurs délégations respectives, invités à revisiter avec les deux chefs de parlement les relations sino-ivoiriennes. Sur la promotion de l'agro-industrie locale, vision du président Alassane Ouattara, regard croisé entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Engager des usines chinoises, d'autant plus que dans le plan national de développement du président Alassane Ouattara, la transformation des matières premières est donc son premier objectif pour environ 50%. Vont donc augmenter les revenus non seulement des paysans, mais vont augmenter le PIB de la Côte d'Ivoire. La Chine est le premier partenaire commercial de votre pays. Nous avons totalement confiance dans le potentiel de la coopération entre nos deux pays et nous entendons donner libre cours aux vitalités des entreprises privées, innover dans les modèles de financement et renforcer notre coopération dans les domaines comme la transformation de produits agricoles, les énergies et le développement des parcs industriels. Comme la transformation locale des produits agricoles, la formation et l'emploi jeune, désormais secteur prioritaire d'investissement de la Chine en Côte d'Ivoire, après les infrastructures. Adama Bictogo et Yushunwa alignent ainsi leurs deux pays dans cette autre vision du chef de l'État ivoirien. Ici, dans 10 ans, la Côte d'Ivoire au sommet de l'économie sous-régionale et à la 3e place africaine. À la clé, la croissance ivoirienne d'environ 7%, l'expertise chinoise de développement, l'excellence des 60 ans de relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Et voilà une vision d'industrialisation qui tient compte des normes de protection environnementale. Et pour un environnement protégé en Côte d'Ivoire, développement durable et éco-gestes sont enseignés dans nos écoles. La première cible de cet enseignement, ce sont les acteurs éducatifs. Une action de portée éducative et un club vert ouvert juste après une session de formation au lycée moderne de Koumassi. L'événement a permis l'installation donc de ce club vert et favorise la protection de l'environnement dans cet environnement scolaire. Marina Manzan et Jean-Marc Djadji. Assainir l'environnement et adopter des gestes écologiques. Voici l'objectif du projet de renforcement des capacités des acteurs éducatifs initié par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Cette cérémonie vise à renforcer les capacités des acteurs éducatifs et à les sensibiliser surtout à la question de la protection de l'environnement et à l'adoption des gestes éco-citoyens afin qu'ils soient demain des citoyens responsables qui protègent leur environnement. À travers le changement de nos modes de production, il est de notre responsabilité collective d'éduquer les générations futures en leur transmettant les valeurs éco-responsables afin de pouvoir créer un avenir durable. Le lycée moderne de Koumassi est choisi pour cet atelier. Une joie pour le personnel et les élèves qui comptent faire bon usage des dons reçus. Ces équipements qu'ils nous ont offerts aujourd'hui nous aideront à mieux promouvoir la sainteté de l'établissement parce que suite à nos différentes sensibilisations, à mieux traiter la gestion de leurs déchets ne le font pas. Je crois que l'installation des nouveaux matériaux pourront nous aider. C'est exaltant en fait pour nous d'avoir associé le lycée moderne de Koumassi à ce projet-là. C'est une fierté pour nous. Nous pensons qu'avec les enfants, avec tous mes collaborateurs, on va pouvoir répondre favorablement, présent à toutes les attentes qu'ils mettent dans ce projet-là. Notons que ce programme engage tout un chacun à mettre fin à l'insalubrité et à intégrer la protection de l'environnement. Et on repousse les limites pour former et éduquer des citoyens responsables. Direction Gbamalanyuka, dans la région nord de la Côte d'Ivoire. Cette localité a désormais son école, la toute première de son histoire. Un projet porté par le Conseil régional du Poro en collaboration avec la municipalité de Sinématiali, nous dit Franck Quadio. Département de Sinématiali, la toute première école du village de Gbamalanyuka, inaugurée. L'accès à l'éducation est enfin possible. C'est un événement marquant pour les forces vives. Le président de la mutuelle du développement du secteur Taforon est reconnaissant envers les cadres et élus. Il souhaite que les usagers prennent soin de l'édifice. Il y a 3 ans, nous avons construit un appartement pour les enfants du jardin.
recevoir les enfants et le CP1. Et aujourd'hui, monsieur le maire, nous avons fait une école. Entretenez ce bâtiment et envoyez vos enfants à l'école. Si on parle des cadres, c'est parce qu'il y a une école. Ce n'est qu'un début. Vous avez un bâtiment de 3 classes, des toilettes, mais aidez les enseignants à conduire cette école. Parce que sans vos contributions, sans vos aides, l'enseignant ou les enseignants seuls ne peuvent pas faire avancer de façon objective l'école. Cette école est le fruit d'une collaboration accrue et concertée entre la municipalité et le conseil régional du Poro. La mairie a construit, mais c'est le conseil régional qui a équipé. Du haut de cette tribune, je voudrais dire merci à monsieur le ministre, merci aux députés. Nous avons encore d'autres projets à l'esprit pour le développement de ce village. Une école à Gbangbalagnou-Boka, c'est un pas vers l'amélioration des infrastructures, surtout celles éducatives, saluées par les populations. Et dans le district d'Abidjan, 2 nouvelles plaques indiquent les nouveaux noms des rues et boulevards. Une mesure adoptée depuis 2023. La pose des plaques d'identification a démarré depuis le 10 mars dernier. Je vous propose de partir dans le sud d'Abidjan sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE, avec Mahama Traoré. Commune de Marcory, quartier Biétry. Ces ouvriers s'apprêtent à poser une plaque murale indiquant le nom donné à cette rue. Elle porte le nom de Jeune Loubao, un médecin émérite ivoirien. Plus loin, un autre panneau fraîchement posé indique que nous ne sommes plus sur le boulevard de Marseille, mais plutôt désormais le boulevard Philippe-Grégoire Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Depuis le 10 mars dernier, l'opération d'installation de signalétique indiquant les nouvelles appellations des rues et grandes voies d'Abidjan a démarré, ce qui matérialise le déploiement du vaste projet d'adressage du district d'Abidjan, PADA. Nous avons dénombré seulement pour Abidjan 14 279 voies à Abidjan. Et ces 14 279 voies doivent être dénommées et le processus de dénomination qui a été confié aux collectivités territoriales, c'est-à-dire aux communes, accompagné par l'Université d'Abidjan, nous sommes à bout touchant. Sur les 14 000 voies dénommées, aujourd'hui nous en avons dénommé 12 000. Et sur ces 12 000, il y a 35 boulevards, 211 avenues et le reste, ce sont des voies. Les panneaux orange pour indiquer les boulevards, les verts pour les avenues et les plaques bleues pour les rues. Fait marquant, les nouveaux noms donnés réfèrent à d'illustres personnalités ivoiriennes issues de plusieurs milieux, mais aussi à des valeurs. Pour exemple, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing devient Félix Houphouët-Boigny, le Mitterrand devient Germain Kofi-Gado, ce qui suscite un sentiment de fierté nationale. Nous avons des hommes valables ici, des vertus ici, à qui nous pouvons rendre hommage et perpétuer leur passé. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une fierté pour nous, voilà. Ça fait genre on est dans notre pays et tout nous appartient. Voilà, c'est ça. Il y a le boulevard Félix Houphouët-Boigny qui était avant le VGE. Il y a le Kofi-Gado qui était Mitterrand. Ça, c'est la rue Mercedes qui est devenue, j'ai oublié. Mais attention, tout ne sera pas nationalisé. Certaines grandes artères gardent leur appellation. C'est le cas du boulevard Latry à Cocody, les avenues Chardy et Marchand dans la commune du Plateau. Autre impact de ce projet, il procure aux usagers un adressage plus affiné. Nous avons mis également en place, dans le cadre de ce projet, un code postal au standard international. Donc aujourd'hui, quand on donne une adresse en Côte d'Ivoire, c'est l'adresse, c'est un numéro, c'est une rue, plus un code postal qui accompagne, comme cela se fait partout dans le monde. Pour les utilisateurs du GPS, les nouvelles dénominations sont en cours d'intégration dans les plateformes numériques. Après Abidjan, cet adressage va aussi se déployer dans les villes de l'intérieur. Korogo, Yamoussoukro et Daloa sont les premières concernées. Et avec ces nouvelles marques d'adressage arrive un nouveau plan de circulation. L'itinéraire est recalculé pour les engins à 2 et 3 roues. À compter de ce 15 avril, la circulation des motos et tricycles est strictement restreinte sur l'ensemble du boulevard Félix Houphouët-Boigny. Cette mesure s'applique sur toute la longueur du boulevard depuis la descente du pont Félix Houphouët-Boigny, au carrefour Aboussouan jusqu'au carrefour dit Ancien Koumassi. Toutefois, la traversée du boulevard dans sa largeur reste autorisée aux engins à 2 et
3 roues, mais uniquement à 2 points, le carrefour Solibra et le grand carrefour de Koumassi. Les usagers sont invités au civisme et à la responsabilité pour le respect rigoureux de ce nouveau plan de circulation. Direction maintenant le Sud Comoé où sonnera bientôt la fin de tout calvaire pour les usagers de l'axe Kouakro et Aboulié. Ces travaux de reprofilage sont en cours sur le tronçon de 2,5 km. L'initiative est du président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène-Aka Awele, et cette initiative est soutenue par une entreprise minière qui vient en appui aux actions de développement de cette région. Gotra Okambawa. Bientôt, le pont de fortune en mauvais état qui relie les villages de Kouakro et d'Aboulié ne sera plus qu'un lointain souvenir. Un nouvel ouvrage sera construit à sa place, accompagné d'un reprofilage lourd des 2,5 km de piste qui séparent les deux localités de la sous-préfecture de Kouakro. Le projet se subdivise en 2 phases. La première phase qui est le reprofilage lourd avec le traitement des points critiques. Et ensuite, nous avons la construction de 2 ouvrages hydrauliques de type Dalo. C'est une route importante pour nous et ce pont est venu au moment opportun. L'infrastructure est réalisée par la société minière Tourago Gold dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale. Le projet comprendra plusieurs grosses œuvres et devrait être achevé dans un délai de 8 mois. Le reprofilage de la route et la construction du nouveau pont constituent un véritable soulagement pour les habitants. Ça fait des années que ce sujet a été pour nous une préoccupation exprimée à tous ceux qui sont passés ici, notamment les entreprises minières. Mais aujourd'hui, nous sommes tombés sur l'entreprise qu'il faut. C'est ici le lieu de dire que notre région, le Sud Comoé, est également dans le train du développement du président de la République. Le moment pour les populations est venu de saisir toutes les bonnes occasions pour rendre hommage à celui que nous pouvons appeler notre bienfaiteur, son excellent le président Alassane Ouattara, l'agent de développement par excellence de la Côte d'Ivoire. En plus de cette infrastructure routière, le village d'Aboulié sera bientôt doté d'un collège de proximité selon le président du conseil régional. La sous-préfecture de Kouakro bénéficie également du bitumage de l'axe la reliant à la ville de Maféré, renforçant ainsi la mobilité dans la région. On a des actions qui montrent bien que les exploitants miniers sont pour les zones minières de Côte d'Ivoire des sources de développement. La preuve avec Eugène Atoubé qui présente le changement apporté dans la région du Worodougou. On regarde. Ces jours de marché à Worofla, la ville abrite une mine d'or, la Rox Gold Sango. Ce matin-là, des responsables de cette entreprise minière, à leur demande, rencontrent les populations des villages impactés par les activités de la mine. Ordre du jour, le point des activités de la mine et les projets à réaliser au bénéfice des populations. On a des projets d'élevage, on a des projets de réhabilitation des voiries, on a également des projets d'extension de lotissement, on a également des projets apiculture, en tout cas de tous ordres. Mon point de satisfaction, c'est vraiment la collaboration avec les communautés. Je déduis qu'il faut encourager ces rencontres, qu'il faut demander à nos parents de regarder ou du moins d'exposer leurs difficultés lorsque cela est nécessaire pour que nous puissions ensemble trouver la solution qui vaille. Entre l'entreprise minière et les populations des villages impactés que sont Tiema, Kwego et Bangama, des rapports annoncés et promis comme gagnant-gagnant. Les représentants de 3 villages impactés ont exprimé leurs attentes et présenté les réalités. Une réalité comme à Kwego, Tiema et Bangama qui laisse les populations perplexes et dubitatives après une année où aucun grand projet n'a vu le jour. Au niveau des projets, les projets bénéfiques au village, rien n'a encore commencé. Mais sinon au niveau des jeunes, bon, ils ont commencé à prendre quelques-uns pour travailler dans la mine. Et les parents sont impatients. Ils veulent voir un début de commencement des projets au niveau de Kwego. À ce jour, rien n'a encore été fait pour le village. Pourtant, les populations ont demandé à la mine de construire un collège et nous sommes toujours dans l'attente. Et pour ces populations, quoique contrariées par le retard dans l'exécution des grands projets promis,
La présence des fils de la région dans la mine en qualité d'employés leur permet d'entretenir l'espoir. Espoir, mais surtout fierté d'être vêtus de la tenue jaune et bleue qui identifie les travailleurs de la mine. Ils m'ont appelé, je suis venu. On a commencé à aller un peu. Après ça, on est descendu. Et après, on nous a rappelé. Je suis allé commencer. Là, moi-même, je n'ai pas encore eu contrat. On fait 3 mois en décembre. On aurait souhaité qu'il y ait plus de personnes employées, vu que nos terres ont été impactées. Les jeunes qui ont des formations, certains ont été pris, tout comme ceux qui ont été formés sur le tas aussi, à peine 30%, 40%. Ils sont environ 300 jeunes pour l'ensemble des 3 villages impactés à travailler à la mine. Et la plupart, aucune qualification. Et pour montrer toute sa bonne foi, la société minière en réponse propose une alternative. L'accompagnement dans des projets qui les conduisent à l'autonomisation, à l'exemple des femmes de Tiema, soutenues dans le maraîcher. C'est eux qui nous ont motivés, qui ont commencé avec nous, qui nous ont donné le courage de travailler. Et on a trouvé que c'est une bonne chose. Donc, quand tu veux, oignons, tomates, piments, tout ce qui concerne légumes. Je suis prêt à financer des projets, aller chercher des financements pour que ces projets-là, les jeunes qui n'ont pas la chance de travailler à l'usine, qu'au moins ils aient une activité génératrice de revenus. Mais le gros problème qu'on a avec la jeunesse, c'est que tout le monde veut travailler à la mine. Des projets qui devraient permettre aux jeunes et aux femmes des villages impactés de se prendre en charge. Mais dans cette partie du Ourodougou, la culture de l'orpaillage est encore vivace et du coup, les projets et investissements qui à leurs yeux rapportent vite de l'argent sont ceux sur lesquels les jeunes portent tout leur intérêt. On va creuser la terre, puis on lave, et puis on cherche l'or dedans. On vient vendre ça pour se débrouiller avec ça. Ok, maraîchage, c'est pas tous les jours. Pendant ce temps que tu n'as pas récolté, tu fais comment pour avoir de l'argent? Il y a des femmes qui pouvaient gagner 1 gramme par jour. 1 gramme, ça fait 45 000 aujourd'hui. Maraîchère, tu as fait au moins 1 mois d'abord avant de récolter. Qu'est-ce que tu as mangé avant que tu récoltes? Les populations des villages impactés par les activités de la mine Rox Gold de Sango espèrent vivement la réalisation de tous les projets à financer par l'entreprise minière. À la première réunion de cette année 2025 du comité de développement local minier CDLM tenu à Séguéla en présence de toutes les parties, le préfet de la région du Ourodougou les a invités à la patience. Je leur ai même rappelé à toutes fins utiles aujourd'hui les fonds disponibles au profit de ces populations qui s'élèvent à plus d'1 milliard. Ces fonds sont destinés aux communautés à travers des projets de développement collectif. Tous les projets qui ont été arrêtés au titre du budget 2023-2024 seront exécutés. La construction du collège de Tiema, la construction d'un dispensaire à Bangama et puis un autre projet à Kouego. Les fonds sont là. Je suis même tenté de dire que nous avons suffisamment d'argent. Tous les acquis en termes d'employabilité des jeunes et activités génératrices de revenus au bénéfice des femmes dans les villages impactés, que sont Tiema, Kouego et Bangama, sont des financements hors CDLM, financements dont se félicite l'entreprise minière. En attendant la réalisation des premiers projets inscrits au CDLM, c'est une collaboration exemplaire qu'affichent les populations et la mine. Et dans cette collaboration, tout l'espoir de développement et de progrès de ces 3 villages. Minières qui viennent en appui au programme de développement de la Côte d'Ivoire du gouvernement, tout comme cette organisation, cette ONG de femmes des métiers industriels qui a initié une conférence récemment pour porter la voix de ces femmes de ce secteur afin de faire connaître leur place dans les métiers techniques réservés aux hommes. Cette rencontre a permis de sensibiliser et encourager les populations sur la nécessité de laisser les jeunes filles intégrer ces métiers industriels. Les participants ont traduit également leur reconnaissance au gouvernement pour la mise en place d'un cadre propice à l'insertion de la gente féminine dans ce corps de métier et technique.
Direction Yopougon où on donne son sang pour sauver des vies. Plus de 400 donneurs de 18 à 60 ans et en bonne santé. Tous les critères d'un produit sanguin recherché par le Centre national de transfusion sanguine pour la prise en charge des malades et accidentés. Une opération sociale que rapporte cet après-midi Régis Kofi. Un geste simple, mais qui en effet est d'une grande portée. Au collège Rodin de Yopougon, la population a répondu massivement ce samedi 12 avril à l'appel des responsables d'un restaurant de la commune en collaboration avec le CNTS, Centre national de transfusion sanguine. À toutes ces structures privées, également à toutes ces associations, de s'inscrire dans cette réflexion-là, de pouvoir contacter le CNTS afin de pouvoir organiser ces genres d'actions humanitaires parce qu'on a une fois eu besoin de sang. Le CNTS n'est pas compliqué parce que quand nous avons fait la démarche, immédiatement la direction nous l'a accordé, nous ont reçu et ils ont accepté de nous accompagner. Sauver des vies, voilà la source de motivation. Celle qui a conduit ces plus de 400 donneurs à renflouer la banque de sang. J'ai été victime d'une hémorragie après un accouchement. J'ai été conduite aux urgences au CHU de Cocody pour une transfusion sanguine urgemment. Donc j'ai reçu. Donc pourquoi ne pas donner aussi? Je veux dire à tout le monde aujourd'hui de faire comme moi parce qu'en le faisant aussi, c'est tes frères, ta population que tu sauves. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents ici en Côte d'Ivoire. Donc pour aider ceux qui sont en situation de blessure, de besoin de sang, il faut le faire. La jeunesse communale a décidé d'associer son image à cette opération de don de sang parce que nous nous sommes dit que le sang est une substance qui ne se fabrique pas. Le sang est une substance très rare et sans donneur, nous n'avons pas vraiment de sang. Selon le CNTS, la Côte d'Ivoire est autosuffisante en produits sanguins. Pas une raison cependant pour croiser les bras, puisque la conservation du sang ne dure que 42 jours. Cette autosuffisance, s'il n'y a pas de donneur, on ne pourra pas la maintenir. Il faut que la population s'y mette pour mener une action de solidarité. Plus on donne, plus le sang est disponible. En Côte d'Ivoire, pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 60 ans et être en bonne santé. Parlons de sport à présent avec la CAN des U17 qui se déroule au Maroc. La Côte d'Ivoire affronte le Maroc ce soir en demi-finale. À quelques heures de ce duel, on prend le pouls avec nos envoyés spéciaux sur place, Jean-Sylvain Esso, Barnabé Conan et Frédéric Edia. Comme à l'entame de la CAN U17, le ministre délégué en charge des sports, Adjemetche Silas, a rendu visite aux éléphantos à leur hôtel à Casablanca. Cette visite vise à apporter son soutien et celui de tous les membres du gouvernement aux joueurs et au staff technique dans l'optique d'atteindre la qualification pour la finale. Il ne faut jamais aller à une compétition victime résignée. Toutes les équipes qui sont qualifiées sont venues pour remporter le trophée. Je ne pense pas que ce ne soit pas le cas pour nous. Le parcours, les performances, mais je serai encore plus satisfait s'ils retournent en Côte d'Ivoire avec le trophée. Et c'est ce qui justifie ma présence aujourd'hui, pour attirer leur attention sur le fait que demain, face à nos frères du Maroc, il s'agit d'une finale avant la finale. Et je suis venu donc leur apporter les encouragements du gouvernement ivoirien, du peuple ivoirien, au nom du président de la République et du Premier ministre, pour leur dire que nous sommes avec eux, ils ont un peuple uni derrière eux. Ils doivent faire le boulot et rentrer avec le trophée. Avant la visite du ministre Adjemetche Silas, les gamins de Bassiriki Diabaté, au complet, étaient à l'académie du Raja de Casablanca pour peaufiner leur dernière stratégie avant la demi-finale. Maroc-Côte d'Ivoire, une affiche qui se jouera ce mardi au stade de Mohamedia à 20h GMT. Voilà, bonne chance à nos éléphantos. Maintenant, tournons nos regards vers le Nigeria où le nord du pays subit une vague de violence. Il est de nouveau frappé et endeuillé. La communauté de Maïdougouri dans l'état du plateau a été attaquée par des hommes armés. Une attaque perpétrée cette nuit coûtant la vie à au moins 51 personnes. Un nouveau drame qui survient à peine 2 semaines après des affrontements similaires dans une autre localité qui avait fait un bon nombre de victimes, 52 morts, ce qui plonge depuis la région dans une atmosphère de peur et d'insécurité persistante. L'état de plateau est depuis longtemps le théâtre de violences récurrentes, principalement liées à des conflits entre agriculteurs et éleveurs de bétail pour l'accès aux terres et aux ressources.
Une autre information à présent dans la lutte contre la criminalité en Turquie. La Turquie annonce un gros coup de filet, 234 arrestations. Parmi les personnes visées figurent des membres d'organisations impliquées dans le trafic de cocaïne, d'héroïne et d'ecstasy sur plusieurs continents. C'est une véritable structure internationale à grande échelle. 225 de ces personnes ont été arrêtées en Turquie et 9 à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en Belgique. Des informations rapportées par les autorités turques. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur rti.info et je vous retrouve demain à 13h sur RTI1 pour un nouveau journal.